a bird on a tree. I'm just sitting here. Bonjour à tous, bienvenue sur Gwem TV dans la série Aux portes du Nouveau Monde. Et aujourd'hui nous accueillons Thierry Janssen. Bonjour. Bonjour Thierry. Alors très heureuse d'être là à Angers dans la librairie Chrysalide qui vous a invité pour une conférence ce soir à Angers. Et c'est surtout à l'occasion de la sortie de votre dernier livre aussi. Oui. J'ai aperçu que c'était sur les rituels. Absolument. Voilà. Oui. Alors, qu'est-ce qui a motivé l'écriture de ce livre? Comment est venue l'idée? Et qu'est-ce que vous aviez envie de transmettre? En fait, moi je ne pensais pas écrire ce livre. Le sujet des rituels n'était pas quelque chose qui m'avait particulièrement interpellé. Et c'est un ami qui s'appelle Jean-Philippe de Tonac, qui est un auteur, merveilleux auteur d'ailleurs, qui un jour au téléphone me dit: est-ce que tu te rends compte que ce que tu as fait pendant le premier confinement était une sorte de rituel contemporain? Et ce que j'ai fait pendant le premier confinement, c'était que tous les soirs, j'ai proposé une méditation pendant 45 jours d'affilée, 45 soirs d'affilée. Il y avait des milliers de gens qui venaient sur Facebook, et c'était une façon, je pense, de se retrouver, de se recentrer, de s'apaiser. Et voilà, c'est vrai qu'en soi, c'était une sorte de rituel de retour à soi, d'éveil aussi de la conscience en nous. Et en discutant avec Jean-Philippe, finalement, il y avait matière à écrire un livre. Alors après, ça m'a demandé quand même un petit peu de me renseigner, de fouiller un peu plus le sujet, et déjà de faire la différence entre les rites et les rituels, parce que c'est pas la même chose. Et puis progressivement, voilà, le livre s'est construit. Je suis content aujourd'hui qu'il existe ce livre. Oui, c'est venu par les hasards de la vie, entre guillemets. Effectivement, moi je sais que je vous connaissais, enfin, vos livres, mais je me souviens de tomber sur des lives, et j'ai effectivement, on avait envie de regarder, j'aimais bien le fait. On sent que vous étiez naturel, c'est ça. Et ça a pu aussi beaucoup, je pense, plaire aux gens de trouver quelque chose d'authentique, de naturel, et tout le monde pouvait venir, et voilà. Oui, d'ailleurs, ces méditations ont commencé de façon absolument non réfléchie, à savoir qu'on était en confinement depuis 3-4 jours, et j'ai un ami qui m'a proposé de faire une petite émission sur YouTube, via Facebook, enfin je ne sais plus comment exactement, mais on devait s'enregistrer sur Zoom. Et il voulait qu'on discute des enjeux de ce qui était en train de nous arriver. Et alors on était là, sur le Zoom, et le Zoom a planté. Et du coup, je me suis retrouvé tout seul sur Facebook avec plusieurs centaines de gens qui étaient là, et il n'y avait plus mon ami avec qui je pouvais discuter. Et je me suis retrouvé là, j'ai dit si vous voulez, on peut peut-être méditer ensemble. Et c'est comme ça que c'est parti. Et en fait, ça a été un rendez-vous qui, moi, a structuré mes journées, qui a donné du sens. J'avais l'impression de ne pas être totalement inutile. Et finalement, voilà, c'était une forme de rituel. Oui, et il y a eu effectivement certainement beaucoup de personnes qui vous ne connaissaient pas à ce moment-là, qui sans doute. Vous ont découvert. Oui, parce qu'il y a un bouche à oreille, et puis voilà. Et alors, la différence entre rite et rituel, parce que... alors si ça ne résume pas tout le livre... Non, du tout. Mais je crois que c'est important de se rendre compte que les rites... Alors, je ne dis pas que l'explication que je vais donner est la plus aboutie, mais je pense vraiment qu'il y a quelque chose là qui peut nous orienter. Les rites, c'est quelque chose qui apparaît dans la vie d'un individu ou d'une collectivité en rapport à un besoin, pour répondre à un besoin. Et les rituels, c'est la manière de manifester dans le concret comment répondre à ce besoin. Je vais vous donner un exemple que je reprends très souvent, mais qui pour moi est très parlant, c'est l'exemple du baptême. Et pas simplement le baptême religieux, il y a des baptêmes dans des institutions, dans des écoles. Moi, quand j'ai fait mes études de médecine, il y avait un baptême à la faculté de médecine. Et en fait, le baptême en tant que rite, il répond déjà au besoin d'intégrer une nouvelle personne dans la communauté. Un deuxième besoin, rappeler les valeurs de la communauté. Et au moins un troisième besoin, pour celui qui se soumet au rite du baptême, de montrer son désir d'appartenir à la communauté. Déjà 3 besoins qui sont nés ou qui ont fait naître le rite du baptême. Et après, le rituel du baptême, il va changer d'une faculté de médecine à une autre, d'une institution à une autre, ou d'une religion à une autre. On baptise pas au même âge chez les catholiques, les protestants ou les orthodoxes, par exemple.
Hein. On pourrait dire le rite, c'est le fond et la forme, le rituel. Hein. Oui, la mise en forme, la D'accord. manifestation de l'intention contenue dans le rite. Et c'est vrai que dans les sociétés traditionnelles, c'est vraiment, ça fait partie toujours de la vie, les rites et Oui, rituels. et même chez nous, vous savez, parce que Oui. pour que ce livre soit un peu habité, j'ai fait une enquête. C'est-à-dire j'ai interrogé beaucoup de gens, des centaines de gens, pour leur demander quelle était la place des rites et des rituels dans leur vie. Et beaucoup m'ont répondu, bon, moi il n'y a pas de rite dans ma vie parce que je ne suis pas religieux. Mais je dis, mais les rituels ne sont pas forcément en lien avec une religion. C'est vrai que les grandes religions ont véhiculé beaucoup de rituels qui ont organisé notre vie en société, qui ont créé la cohésion dans nos sociétés. Et c'est une des fonctions des rituels. Mais en même temps, il y a plein de rituels dits laïques. Quand on va porter les cendres d'une femme comme Simone Veil, par exemple, au Panthéon, eh bien c'est un grand rituel qui rappelle les valeurs, qui rappelle ce que l'on a envie de rendre sacré, et ça fait partie de la vie de nos populations, beaucoup plus de rituels qu'on imagine. Oui. Oui, on ne met plus ce mot-là, mais on les vit. Et puis, il y a des gens qui développent des rituels propres à eux, qui vont les rassurer. Tout à fait. Et d'ailleurs, c'est le message de ce livre-là, c'est de dire finalement, on a dans notre patrimoine culturel énormément de rites et de rituels à disposition, mais en même temps, on peut en inventer. Hein, et ou se réapproprier certains rituels, parce qu'on n'est pas obligé de façon... Enfin, ce serait dommage de façon un peu automatique de répéter des gestes sans savoir pourquoi on les pose. Donc il est important de se rappeler quel est le sens d'un rituel, qu'est-ce qu'il a comme intention, à quoi il répond comme besoin. Et alors on peut se l'approprier, et même sans en inventer de nouveau, en se questionnant sur nos besoins. Et en prendre certains temporairement, en les lâcher ensuite. Tout à fait. Vu que ça répond aux besoins, quand on est à l'écoute de soi et de nos besoins, du coup, c'est vraiment une façon d'y répondre. Oui. C'est, en fait, ritualiser, c'est vivre en conscience. C'est savoir pourquoi on fait les choses, et c'est poser des actes en conscience. C'est ça, ritualiser, finalement. Oui. Et finalement, peut-être dans vos recherches, est-ce que c'est pas vraiment même presque nécessaire pour l'être humain? Si, et ça c'est ce qui m'a non seulement intéressé, fait plaisir, parce que j'ai un passé médical, des études scientifiques, et donc quand on peut montrer comment un comportement s'est installé et pourquoi il perdure dans notre humanité, et qu'on peut le montrer scientifiquement, moi ça m'intéresse. Et là on a vraiment de quoi expliquer la place des rituels dans notre vie, parce qu'on sait que dans notre cerveau nous avons une petite zone qui s'appelle le cortex singulaire antérieur, et ce cortex est comme un détecteur de sens. S'il n'y a pas de sens, il génère de l'angoisse. Et du sens dans la signification de une compréhension de ce qui se passe, une signification à ce que nous vivons, mais aussi une direction pour ce que nous avons besoin de vivre. Le sens a les deux acceptations, la signification, la direction. Et s'il n'y a pas ça, eh bien ça crée de l'angoisse. Et on ne pourrait pas réfléchir, on ne pourrait même pas agir sereinement, on ne pourrait pas se projeter dans le futur. Donc le sens est un besoin essentiel. Et donc ritualiser, parce que ça permet de donner du sens, c'est un acte essentiel. Oui. C'est intéressant de savoir ça, pour pas que ce soit finalement l'amygdale qui ait la peur et qui prenne le dessus. Tout à fait. Et d'ailleurs, vous parlez de l'amygdale, on pense aujourd'hui que les grands rituels ont relié les gens au moment où les villes ont commencé à être constituées. Parce que quand on vivait au Paléolithique, dans des petites communautés de quelques individus, de chasseurs-cueilleurs, on pouvait se rassurer en regardant le visage de l'autre et savoir s'il était bienveillant, s'il allait participer à la chasse avec nous. On pouvait gérer son environnement et prédire son environnement. Par contre, quand les gens se sont sédentarisés et ont commencé à se rassembler en agglomération dans des villes au bord du Nil, de l'Indus, de l'Euphrate, on s'est retrouvé des centaines, des milliers. Et là, on croisait tous ces regards et on ne savait pas si on pouvait compter sur la bienveillance de l'autre, sur sa coopération. Et le fait de ritualiser ensemble,
pouvait rassurer et se dire ok, on fait partie du même projet, on a les mêmes intentions et donc on va se soutenir, on va faire cohésion, on va faire religion. Et sans doute que les grandes religions sont nées du besoin de refaire cohésion dans nos sociétés, de se rassurer, de désactiver le système d'angoisse et de peur. Oui, puisque de base, le système nerveux est là pour nous défendre et il pourrait très vite s'activer, d'accord? Tout à fait. Oui, c'est vraiment intéressant. Donc, le fait de nous souder, et justement, pendant cette période, il y a 3 ans, ce que vous avez proposé permettait ça, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'est plus un village, mais on est, même sur les réseaux sociaux, on est plein et notre on forme cerveau, des communautés. Voilà. Et il n'y a plus forcément la même géographie, le même lieu, mais il y a des affinités, des gens qui se reconnaissent, qui se rassemblent. Oui. Super. Donc, alors, voilà, c'est inventer des rituels contemporains pour vivre dans un monde incertain, de chez Très Daniel. Oui, en fait, cette deuxième partie du titre, parce que c'est un long titre, et cette deuxième partie du titre, elle est importante pour vivre dans un monde incertain. Parce qu'il me semble que depuis la crise de la Covid, beaucoup de gens, pour ainsi dire tout le monde aujourd'hui, est conscient que la vie, que le monde est incertain. Il a toujours été, la vie est incertaine. Je ne sais pas si dans une minute je ne vais pas m'écrouler devant vous. Je ne peux pas le savoir. Par contre, on s'est raconté une histoire pour l'oublier, cette incertitude. On a voulu se dire non, le monde est prédictible, on peut décider longtemps à l'avance de ce qui va se passer. Et ce n'est pas vrai. Et là, du jour au lendemain, on s'est tous retrouvés en confinement, on s'est tous retrouvés bloqués dans nos élans. Et on s'est rappelé que oui, tout est incertain. Et qu'un petit virus et quelques décisions gouvernementales pouvaient changer notre vie du tout au tout. Et oui, et c'est vrai que dans nos pays occidentaux, on est moins justement... enfin, on peut croire que tout est ouaté, tout est contrôlé. Peut-être dans d'autres pays, moi je vois, ils l'ont mieux vécu entre guillemets. Mais bien sûr. Parce qu'ils ont cette capacité d'adaptation, de rebondir, et nous on n'est pas habitués à ça. Bien sûr. Moi je suis très relié à l'Égypte parce que j'y ai passé beaucoup de temps, j'ai une passion pour l'Égypte ancienne en particulier, et du coup je suis assez relié à l'Afrique, et en particulier au Soudan. Et je peux vous dire que les gens là-bas vivent des situations parfois très très compliquées, très incertaines, très changeantes. Et en fait, ils ont une capacité d'adaptation. Ils ne s'angoissent pas de la même façon. Ils ont une façon de rebondir que nous n'avons plus parce que nous sommes trop baignés dans l'illusion que tout est prédictible. Et dès que ça s'effondre, on est paniqué. Oui, donc ce livre est un rituel en lui-même. Il répondait aux besoins à ce moment-là, au rythme de ce moment chez nous, d'être perturbé par ces décisions et de trouver à comment s'y adapter, trouver du sens. Oui, je pense. En tout cas, ce qui est amusant, c'est que quand on a fait la maquette de ce livre, on a sélectionné certaines phrases et on les a mis sur des pages en exergue comme ça. Et en fait, il y a une personne qui m'a dit maintenant je prends ce livre et voilà, chaque soir je lis une de ces phrases. Et c'est une façon de ritualiser, de se rappeler certaines choses, de se remettre dans cette énergie-là qui nous parle de notre vie en fait. Les rituels nous parlent de nous. Oui. Moi, c'est super. Et j'avais une autre question, si vous avez un peu de temps encore. Vous avez créé l'école de la posture juste. Oui. Et du coup, je me demande pour vous, qu'est-ce que la posture juste? Et justement, dans cette situation, ou actuellement en tout cas, avec ce que nous avons à vivre en tant qu'occidentaux, pour vous, quelle est la posture juste? Ça peut paraître prétentieux de parler de justesse, et en même temps, déjà je pense qu'il ne faut pas confondre la justesse et la justice. La justice est un ensemble de règles que les êtres humains se donnent à une époque donnée, dans des circonstances données, pour vivre ensemble. Et quand on transgresse ces règles, qu'on ne respecte pas le droit des autres, on est puni. Et celui dont on n'a pas respecté les droits, il y a réparation. Ça, c'est la justice. Mais la justice du Moyen-Âge n'est pas la même que celle de notre 21e siècle, et à des endroits dans ce 21e siècle sur cette terre où la justice n'est pas la même que dans d'autres endroits. Donc la justice est très relative. Après, la justesse,
elle pourrait paraître relative aussi. C'est la capacité de s'adapter, c'est ce qu'on a besoin pour s'adapter aux circonstances de l'existence le mieux possible. Alors c'est juste. Mais là aussi c'est relatif parce que votre existence n'est pas la même que la mienne et donc votre façon de vous adapter aux circonstances de votre existence, il y aurait une justesse qui ne sera pas forcément la même que pour moi. Mais par contre il me semble qu'il y a une justesse absolue. Ça c'est la méditation qui m'a fait sentir, fait voir quelque part, c'est que cette justesse absolue c'est ce qui nous permet de nous adapter aux circonstances de l'existence en respectant le maximum de vie qui est en nous et autour de nous. Et alors c'est juste. Et parfois ça nécessite même de sacrifier quelque chose. Quand un troupeau d'animaux doit abandonner un animal blessé, c'est juste. Parce que pour le troupeau, il ne peut pas s'arrêter, il est obligé de continuer, sans ça il y a des prédateurs qui vont le mettre en danger. Et donc c'est juste. Nous ça nous paraît cruel, ça nous paraît... Mais en fait, aux yeux de la nature, dans les lois du vivant, pour favoriser le maximum de vie, eh bien, il faut parfois pouvoir faire ces sacrifices. Et donc, qu'est-ce qu'une posture juste? C'est une posture qui respecte le maximum de vie en nous et autour de nous. Et il se trouve que moi, j'ai été baigné d'abord dans le corps par la chirurgie. Puis quand j'ai quitté le métier de chirurgien, je me suis beaucoup intéressé au corps comme lieu d'expression de la psyché, donc plutôt aux approches psychocorporelles dans la psychothérapie. Et j'ai vu tout ce travail de Willem Reich, Alexander Lowen, qui a vraiment montré, ils ont vraiment montré que tout notre vécu psychologique était inscrit dans les postures de notre corps, et même à force dans la structure de notre corps. Parce que si par exemple vous avez peur d'être abandonné, et que vous êtes tout le temps en train de vous effondrer, à force de vous effondrer, les autres en ont marre d'être auprès de vous, et ils vous abandonnent. Et vous vous effondrez de plus en plus, et à un moment donné, cette posture d'effondrement devient même votre structure effondrée. C'est-à-dire que vous ne savez même plus vous redresser. Et on voit des vieilles personnes comme ça qui sont totalement effondrées, et elles ne savent même plus corriger cette posture, ça fait partie de leur structure. Et donc, ce qui m'a ébloui en étudiant tout ça, en expérimentant tout ça, en enseignant tout ça aussi à l'école de la posture juste, c'est que finalement, chaque fois qu'on a des peurs, on met en place un système de défense que je vais appeler névrotique, qui malheureusement crée ce qui nous faisait peur. On a peur d'être abandonné, on s'effondre, et on demande tout le temps de l'aide aux autres, les autres nous abandonnent parce que c'est trop. Et c'est nous qui recréons ça par notre demande trop importante. Et en fait, cette névrose, elle est inscrite à travers des postures d'effondrement, de fermeture, de déconnexion, d'envahissement, toutes des postures qui recréent malheureusement toujours plus de chaos, de tension, de stress, de maladie. Et si on apporte l'ajustement pour sortir de la peur, sortir de cette posture névrotique, eh ben, on refavorise la circulation de la vie en nous, autour de nous, avec les autres, et on a une action, une présence beaucoup plus juste dans le monde. Et donc c'est ça, la posture juste. C'est tout un... J'avais écrit un livre là-dessus, qui était paru pendant le confinement d'ailleurs, La posture juste. Et c'est ce qu'on enseigne à l'école qui propose un parcours initiatique en fait, parce que ça ne peut pas s'enseigner intellectuellement, ça doit se vivre dans le corps, ça doit se comprendre, c'est un parcours, c'est un chemin, et c'est un chemin de conscience. Donc l'école de la posture juste, c'est une école d'éveil de la conscience sur notre psychologie, et sur ce qu'il y a au-delà de notre petite personnalité, c'est-à-dire la conscience, le moi, le soi, pardon, cette part paisible, silencieuse et aimante qui est en nous. Donc c'est aussi une école spirituelle quelque part. Oui, on ne peut pas dissocier, c'est ça, c'est votre approche, comme vous disiez, elle est intégrative, holistique. Toutes les dimensions de l'être. Et ce qui, moi, me fait très plaisir en tant que un chirurgien, c'est que dans l'école on a des médecins, des infirmières, des professeurs de médecine, mais on a aussi des gens qui pratiquent le chamanisme, d'autres qui font du reiki, et puis d'autres qui ne sont pas du tout dans le domaine des soins de santé, qui sont chefs dans une entreprise, ou bien qui sont travailleurs sociaux, pompiers, secrétaires. C'est formidable, parce que là il y a la vie, et ensemble on peut faire ce travail d'honnêteté avec soi, de regarder ses peurs, ses blessures, de voir qu'il y a autre chose derrière, que cette justesse qu'on peut redévelopper. Et voilà, moi ça me
ça occupe toute ma vie aujourd'hui, Oui. une grande partie de ma vie. C'est ce qui vous nourrit, ce qui Oui, 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 oui. Ouais. C'est ce qui me nourrit. Enfin, c'est là où je sais que je suis à la place, juste pour moi, Oui. avec ce que je suis, avec ce que je peux donner ou partager. Et c'est bien. Ouais. Voilà. Mm. Ça fait 10 ans que ça dure, cette histoire. Et d'école. plus de jeunes aussi, enfin, je voyais quelques photos. Oui, c'est merveilleux. Les jeunes sont de plus en plus On a des gens de conscients 20 aussi. ans et des gens de 60 ans, Oui. 70 ans. On a 70% de Français, ça se passe à Bruxelles. Mm. On a 70% de Français, on a des gens qui viennent de la Réunion, du Québec, du Maroc, des Belges aussi bien sûr. Mais ce qui moi me fascine, c'est cette diversité, à la fois des milieux socio-professionnels, mais aussi des âges. Et alors on a des gens plus jeunes, des étudiants en psychologie, en médecine ou dans d'autres secteurs, qui ouvrent des yeux en écoutant l'histoire de personnes plus âgées, qui elles ont déjà eu le temps de sortir de quelques illusions, de prendre un peu de recul et tout ça, et en même temps de voir les yeux émerveillés de ces personnes plus âgées en écoutant parler cette jeunesse qui a déjà une conscience très éveillée. C'est beau, c'est Oui, très très beau. c'est plutôt porteur d'espoir. Oui, 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 en tout cas il faut des lieux comme ça, Oui. et donc moi je me battrai jusqu'au bout pour que des lieux comme ça existent. Super, ben, merci beaucoup. Votre prochaine conférence, pour ceux qui voudraient vous croiser, Ben c'est ici, c'est ici à Angers. Et puis après, ça sera à... Je ne donne plus beaucoup de conférences en Oui. fait, hein, parce que j'ai l'école qui m'occupe pratiquement un mois sur deux à temps plein, mais en même temps, c'est quand même important de rester au contact, pas simplement derrière des écrans, d'aller au contact des gens, de continuer à sentir notre chaleur humaine, notre capacité de nous rassembler en présence, hein, en présentiel comme on dit aujourd'hui. Mais du coup, je vais aller au mois de... je vais aller à Aix-les-Bains le 11 novembre, au forum d'À Ciel Ouvert. Il y a un magnifique panel de personnes qui seront là, c'est très très enthousiasmant. Et puis après, je sais qu'au mois de janvier, je vais aller à Caen, à l'invitation d'une librairie aussi, et je vais aller à Bordeaux, à l'invitation d'une autre librairie. Oui. Ouais. Bon, bah, Voilà. c'est parfait, les gens pourront être au courant parce que là j'ai vu quelques Angevins ne savaient pas et avec regret ils sont peut-être pas là ce soir, mais c'est important de communiquer. Ouais. 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 Eh bien, merci beaucoup, puis merci, à la librairie Chrysalide qui vous a invité et qui va ravir ce soir beaucoup de personnes. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci, Eva.